Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, bon, on a un petit comité ce soir, mais c'est un comité de qualité, donc ça va très bien. Donc, je m'appelle Aurélie Mugenga, je suis chargée de mission diversité au sein du service Agenda 21 Ville Durable. Et dans le cadre de mes fonctions, je suis la coordinatrice de la Semaine d'action contre le racisme 2025. Donc, ce soir, c'est le dernier événement que nous organisons donc, avec notre service. Il y a eu 2 autres événements qui ont été faits, donc une table ronde qui faisait justement un peu le tour du racisme en ligne, de la haine en ligne, et on a eu un événement avec une projection lundi sur le racisme anti-asiatique. Voilà. Et ça s'est plutôt bien passé, et je suis sûre que cet événement se passera aussi très bien. Et du coup, juste pour revenir par rapport à la thématique qu'on avait choisie, donc on a choisi le racisme à l'ère numérique parce qu'il prend une forme plus intrusive et il a un effet dévastateur auprès des personnes qui en sont victimes. Donc haine en ligne, algorithmes, intelligence artificielle biaisée, discrimination. Le racisme à l'ère numérique peut prendre des formes variées. Il était donc important pour nous de pouvoir discuter de ces problématiques, mais aussi de s'outiller à travers les ateliers proposés par les partenaires. Et aujourd'hui, avec cet événement, on veut aussi dire qu'il est possible d'utiliser le numérique de manière positive, donc avec nos invités justement qui ont utilisé le podcast pour pouvoir s'émanciper, résister, mais aussi informer sur les questions de racisme. Donc la semaine d'action contre le racisme, c'est une semaine entière d'échanges, de rencontres et surtout d'actions. Et je remercie les personnes qui ont été présentes aux différents événements proposés. Mais ce n'est pas encore fini. Ce week-end, en fait, il y aura des événements donc, de nos partenaires. Donc l'association Noircir va faire un atelier samedi qui s'appelle Noircir Wikipédia et qui porte en fait sur le manque de représentation de personnes afrodescendantes sur Internet. Et le vendredi et le dimanche, on a la Fédération des associations afrodescendantes, d'afrodescendants et de Noirs de Genève qui vont proposer plusieurs événements. Et je ne sais pas si vous avez vu les flyers, il suffit de regarder, puis après vous allez sur le site de la Fédération et vous allez trouver plein d'événements assez chouettes à faire demain et dimanche. Et du coup, je vais terminer en remerciant nos partenaires, donc les bibliothèques municipales et le MEC du département de la culture et de la transition numérique, le service social du département de la cohésion sociale et de la solidarité, l'Université de Genève et bien sûr le réseau associatif, donc avec le collectif Servette contre le racisme, l'association Noircir, l'association asile.ch, le projet Stop Hate Speech de la Public Discourse Foundation, la Fédération des associations afrodescendants et de Noirs de Genève et ses associations affiliées qui participent à la semaine d'action contre le racisme. Donc je remercie nos partenaires pour la collaboration et le travail pour construire ce programme fantastique. Un grand merci, elle n'est pas là, mais à Fatou Dravé, qui est notre graphiste et qui a créé une identité visuelle marquante. Et je remercie aussi mes collègues qui se reconnaîtront pour leur soutien. Et vous remarquerez, donc, au cas où c'est possible qu'à la fin, il y ait des personnes qui viennent en fait, vous poser quelques questions. Donc, elles vont en fait, vous demander d'aller sur un QR code. Et après, ça vous permettra en fait, de répondre à quelques petites questions. Donc, c'est des questions qui concernent le programme, mais aussi en fait, les moyens de communication qu'on a pu utiliser en fait, pour faire la promotion de la semaine d'action contre le racisme. Donc, savoir comment vous en avez entendu parler. Et ça nous permet de faire un bilan, en fait, de voir comment on peut améliorer la semaine d'action contre le racisme. Donc, avec plaisir, si vous prenez 5 minutes pour répondre à ce petit test. Et aussi, vu que c'est un peu la dernière soirée justement organisée par le service, je souhaite aussi insister sur le fait que la semaine d'action contre le racisme, elle se termine, mais malheureusement, le racisme est toujours présent. Il faut savoir que sur le site, ce qu'on a décidé de mettre en place, c'est aussi quelques ressources d'aide. C'est pas forcément grand-chose, mais ça peut toujours aider quelqu'un. Donc, on a notamment en fait des numéros donc, de centres d'aide d'écoute et des permanences à Genève qui peuvent vous aider si vous êtes victime de racisme ou si vous en êtes témoin. On a aussi mis en lumière le site de la Confédération, donc Report Online. Donc vous pouvez voir sur le site, en fait, c'est un site qui permet de dénoncer si vous voyez en fait du racisme en ligne. Donc vous pouvez être témoin et dénoncer, vous pouvez être aussi victime et dénoncer. Et en dehors de ça, on a des podcasts aussi. Donc voilà, on met en lumière justement les podcasts de nos invités, mais d'autres podcasts qui permettent en fait de s'informer sur les questions de racisme. Du coup, je crois que j'ai fait le tour. Je vous remercie encore de votre présence. Je remercie bien évidemment nos invités et notre modératrice. Et je me réjouis de vous écouter. Donc voilà, bonne soirée. Est-ce que vous m'entendez? Oui, merci Aurélie pour cette présentation. Bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir d'être là avec vous ce soir et en présence d'invités de qualité. Alors, la petite histoire, c'est qu'on se connaît toutes.
Donc c'est aussi pour ça qu'on va se tutoyer ce soir. Comme ça fera un peu, ça fera moins bizarre. En tout cas, c'est un honneur de pouvoir modérer cette table ronde avec vous. Donc pour le public, je suis Pamela Oheneniako. Je suis historienne et j'ai une plateforme littéraire. Et je suis une écouteuse de podcasts. Et c'est aussi via les productions culturelles que vous nous avez mis à disposition que je peux aussi moi-même en profiter et me sentir très ancrée dans ce contexte qui est le nôtre. Donc pour cette table ronde, comme Aurélie l'a présenté, on va parler de production culturelle, on va parler de comment vous avez décidé, vous et vos pairs, parce que vous êtes certaines d'entre vous aujourd'hui sont en représentation de groupes plus larges, sans pression, hein, avec tout ce que ça peut comporter. Mais voilà, comment vous avez décidé de vous raconter, de produire de la culture à votre sauce, de contrer bien sûr certaines des représentations stigmatisantes auxquelles vous avez eu affaire et avez encore affaire, et de rêver de possible, chose toujours nécessaire bien sûr, même quand la discrimination raciale persiste. Donc 3 projets très différents les uns des autres, et qui ont en commun quand même de parler de près ou de loin de racisme. C'est ce qu'on va explorer ce soir avec vous. Donc, je vais rapidement vous présenter au fur et à mesure, bien sûr, de la discussion. Le public pourra apprendre à vous connaître, en tout cas pour ceux et celles pour lesquels vous ne serez pas encore connus. Donc, on va commencer avec toi, Hermela Haile. Donc, tu es co-directrice et programmatrice du Festival Les Créatives. Tu es née et grandie à Genève. Alors, c'est un facteur que vous avez les 3 en commun, hein, c'est que vous êtes... Alors, pas né à Genève, mais vous êtes quand même genevoise. Voilà, ça on accepte, plus ou moins. Hein. En tout cas, ce que vous avez produit, en tout cas, ces podcasts dans un contexte genevois, et ça c'est important de le souligner. Donc, tu as de longues expériences dans la prévention et la lutte contre les violences sexistes, sexuelles et racistes, hein, à plusieurs titres. Et tu es la cofondatrice et co-animatrice du podcast Sans Nom, qui a été lancé en mai 2020 avec tes coéquipiers qui sont Litouvis et Chris, dont là, je me souviens plus le nom de famille. Lopez. Merci. Et avec tu nous expliqueras de toute façon comment vous est venu ce projet, mais dans un format qui varie entre discussions thématiques, des fois avec des invités, pour beaucoup des personnes aussi de Genève, mais en tout cas de la Suisse romande, et vraiment où de manière très simple, vous avez dit, on aimerait juste parler de nous, en fait, des choses qui nous traversent la tête. Donc merci d'être avec nous ce soir, Hermela. Ensuite, Manon Sada, donc tu es militante, co-directrice de la librairie La Liberté. C'est bien ça, co-directrice de La Liberté, j'aime beaucoup. De la librairie La Dispersion depuis 10 ans. Hein, donc aussi un beau parcours, et c'est notamment au sein de cette librairie que tu as créé le rayon jeunesse que dont tu continues à assurer la curation. En 2022, parmi tes nombreux projets, tu as lancé les éditions 7-7 qui ont pour mission la production culturelle dédiée à la jeunesse. Et c'est via cette association notamment que tu as fondé le podcast Nos rêves ou rien, qui sont des histoires radiophoniques, là je te cite, pour des enfants entre 4 et 7 ans. Donc on se réjouit aussi d'entendre tes approches, notamment avec ce très jeune public. Enfin, last but not least, Kay Rubens, DJ genevois depuis bientôt 20 ans. Hein, on va bientôt aller fêter les 20 ans. On attend les invitations. Militant antiraciste. Et en 2018, vous avez été 3, donc José Tippenauer, Wetu Bandibanga et toi-même, à avoir lancé le podcast Mask Off, jeu de mots entre enlever le masque et diminutif de masculinité. Donc, fondé en 2018, lancé en 2019, et où votre objectif, et tu nous en diras plus, c'est de parler de masculinité, de hip-hop, qui est quand même votre point commun, votre grand amour entre vous 3. Et là aussi, 3 hommes de Genève. Voilà. Pour moi, de Genève, c'est genevois. Du coup, vu que tu prends le mic, la première question va te revenir. Hein? Quel est ce projet? Pourquoi vous l'avez fondé? Quel était votre objectif? Il a allumé? Oui, voilà. Non, alors, je suis le premier à passer, donc
on va un peu casser les stéréotypes, toujours dans la démarche de déconstruction. C'est l'homme qui commence en premier, alors que normalement, honneur aux dames, soi-disant, voilà. Et par ordre d'ancienneté des projets. Non, alors ça aussi, il faut déconstruire ça aussi. Hein. Le droit d'aînesse, ça aussi, il faut le déconstruire. Non, je réponds volontiers à la question, puisque j'ai pris le micro en premier. Donc le podcast, c'est une initiative qui a été lancée par notre ami José Géoz Tippenauer, qui est dans le public. Qui est dans le Bonsoir, public, et qui est un rappeur qui a commencé dans le rap et qui est animateur radio aussi. Donc c'était une idée qui avait été lancée par lui. Il nous a contacté, Wetu et moi. Je précise juste qu'il faut l'appeler Wetu et pas Wetu Badibanga, puisqu'il tient à garder son nom d'artiste pour la scène publique. Donc voilà, je fais juste cette petite aparté. Et donc du coup, moi-même, on a été, suite à une discussion que j'ai eue avec José, on s'est dit, lui, il est revenu avec cette idée, il nous a proposé, il nous a fait rencontrer, Wetu et moi, qui ne nous connaissions pas vraiment hormis de vue. Et on avait des amis en commun, de la famille enfin des amis de famille en commun. Et du coup, cette démarche, elle s'est faite plus dans l'idée de vouloir montrer qu'on pouvait déconstruire le rap, parler de rap et de genre de manière un peu différente. Donc en partant, si vous voulez, de l'intérieur du hip-hop, c'est-à-dire avec des acteurs qui sont à l'intérieur du mouvement. C'est-à-dire, voilà, on a un rappeur, un DJ, un artiste spoken word qui sont à l'intérieur du mouvement, qui l'ont vécu, qui le vivent en leur chair tous les jours. Et puis c'était aussi une façon de se réapproprier la critique du narratif et montrer par la nuance qu'on peut faire un pied de nez au raciste, qui voit les hommes noirs comme étant ces personnes agressives, violentes envers les femmes, envers les personnes LGBT. Alors on n'a pas pris un contre-pied direct, c'est-à-dire qu'on est allé au fond de la démarche, on a allé montrer en fait ce qu'il fallait montrer, on a dénoncé ce qu'il fallait dénoncer, mais aussi on a cherché à trouver d'autres pistes plus positives, parler des rappeurs en fait qui montraient, qui donnaient un autre message. Et donc à partir de là, on a fait une première saison et puis une deuxième saison, avec un peu nos moyens et tout, et la deuxième saison est arrivée grâce à l'aide de Agenda 21, qu'on tient à remercier encore une fois, et aussi Nuée Production, qui est en fait, on nous avait demandé de trouver des fonds, et pour nous aider à trouver des fonds, on est allé voir cette maison de production qui nous a aidé pour faire la deuxième saison, qui est, et je vous encourage à regarder toutes les deux saisons, qui sont vraiment de qualité différente par rapport, sur le plan technique, mais en tout cas pour nous en tant que nous, comme on a travaillé sur le projet et sur l'objet, on pense que c'est un objet de qualité. Et on a été primé aussi. Donc bravo pour la récompense. Ça donne un peu de, ça donne un peu de confiance. Ouais. On reviendra sur des aspects clés, notamment un positionnement que vous avez de manière claire et répétitive, à savoir vous êtes des amoureux du hip-hop, vraiment c'est la culture dans laquelle vous vous inscrivez, vous vous autorisez à ce titre à être des critiques de certains aspects de cette culture, mais pas de récupération. On reviendra sur cette idée de potentielle récupération. Hermela, par ordre d'ancienneté des projets, mai 2020, qu'est-ce qui explique l'émergence du podcast Son Nom? Et vu que Kay lançait le parallèle avec les liens et les réseaux d'interconnaissance, là aussi, il y a un lien intéressant à faire. Et je me suis rendu compte en vous écoutant, c'est-à-dire que Géos, qui fait partie du podcast Maskoff, faisait aussi partie de Jet d'encre auquel tu faisais aussi partie. Vers la fin, oui, effectivement. Ouais. Et en fait, José, je le connais depuis, hélas, le collège. Ça nous rajeunit. Alors déjà, bonsoir et merci pour la présentation. Nous, le podcast Son Nom, en fait, l'anecdote, c'est que avec Litou, on s'est rencontrés sur les bancs de l'Uni. Donc, il a fait Sciences Po, j'ai fait RI. Et on avait ce truc où
dès le début, on s'est mis à fréquence banane. Donc on était déjà dans un truc un peu radiophonique, sonore, et on a beaucoup apprécié le fait que nous octroyait la liberté en fait de pouvoir faire de la radio et de pouvoir traiter de thématiques de politique plutôt et de la musique. Donc on s'est un peu rejoint là-dessus, et puis on s'est un peu genre mise dans un élan, enfin on a un peu suivi ce qui allait, ce qui commençait à émerger outre-Atlantique avec le mouvement Black Lives Matter, mais aussi avec énormément de productions culturelles où on se sentait de plus en plus représenté, comme Insecure, comme Black Panther. Il y avait l'album de Kendrick, il y avait un truc genre 2016, 2017, 2018 où on avait un peu un élan, on voulait faire quelque chose, et puis on voulait aussi dire, bah, nous on est ici, on est en Suisse. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut, à part parler de nous et de nos expériences, parce qu'en fait le racisme, c'est pas quelque chose qui est vraiment exposé ici. Et du coup, il y avait un peu ce truc, on était là, ben, on a fait de la radio, on essaye de monter un truc, viens, on parle de nous, parce que c'est quelque chose qu'en fait, on ne pourra pas forcément nous reprendre dessus, on n'a pas forcément besoin d'amener de la sociologie, de la politique, on n'a pas besoin de toujours s'expliquer, on a juste besoin de parler de nous et de nos expériences et de comment on les vit. Et du coup, on s'est dit, bah, viens, on essaye, et ça a mis du temps, ça a mis beaucoup de temps, parce qu'on a l'idée, elle est partie 2018-2019, et tu l'as dit, on a sorti le podcast en mai 2020, mais en fait il est un peu sorti en janvier, mais sur SoundCloud, on connaissait pas les plateformes d'hébergement, enfin, et du coup il y avait un peu ce truc où on a enregistré, réenregistré, ressorti, enfin bref, on a bricolé, mais voilà, on est parti là-dessus, on l'a sorti en mai 2020, et en fait la vie a fait aussi qu'il y a eu le meurtre de George Floyd, et quelques semaines après la sortie de l'épisode, et du coup, il y a, dans notre, disons, philosophie de se dire en fait Black Lives Matter, mais Black Lives Matter aussi en Suisse, et ben on s'est dit ok, on continue, et on y va, et on continue à parler de nous. Ouais. En gros. Alors, là où j'aimerais peut-être juste entendre un peu plus, c'est ce que tu disais de, c'est cette identification avec ce qui se passe outre-Atlantique, notamment les États-Unis, où voilà, la question de la représentation, elle est là. Et en même temps, je me pose la question, mais de là à se dire, on est légitime, on va le faire à notre sauce. Je trouve ça hyper intéressant finalement de qu'est-ce qui a créé ce truc de, en fait, on va le faire. En fait, à vrai dire, on s'est jamais dit on est légitime de le faire, mais c'était plus ce processus-là qui allait amener notre légitimité. C'était plus, en fait, on est là, il faut qu'on prenne notre place. Mais comme je l'ai dit, ça a mis des années à sortir. L'idée est arrivée très rapidement, mais pour sortir le truc, et d'ailleurs, si vous regardez un peu les dates de sortie, genre entre la saison 1 et la saison 2, c'est pas cohérent, il n'y a pas de régularité, parce que moi, par exemple, j'ai toujours ce problème de légitimité et aussi de cette crainte de sortir un épisode, et c'est vrai que ça me coûte énormément de le faire. Je sais que j'ai besoin de le faire, je sais que j'ai besoin d'amener certaines thématiques, mais ça prend du temps, parce que la question de la légitimité n'est toujours pas répondue. Par contre, je sais que je suis en process, et le podcast m'aide à le faire, et c'est trouver sa place. Ouais, super, déjà merci. Parce que ce que vous faites pour vous, vous le faites pour nous. Donc merci beaucoup. On reviendra sur cette question du coût qui peut aussi venir, en tout cas dans la réflexion de ce qu'on met sur la scène publique et notamment dans le numérique. Manon, édition 7-7, lancement du podcast Nos rêves ou rien. Déjà, j'adore le titre. Mais quelle est l'histoire derrière ce projet ? Allô? Ouais, c'est bon. Bonsoir, merci pour l'invitation aussi. Du coup, alors les éditions 7-7 et Nos rêves ou rien. Donc Nos rêves ou rien, c'est une petite référence à Le monde ou rien, donc la chanson de PNL. Parce que justement, on réfléchissait à cette question du rêve, dont on reparlera plus tard. Mais les éditions 7-7, en gros, c'est né de tout simplement à la base de deux choses. De mon métier de libraire, où j'ai commencé à chercher des livres pour enfants qui représentaient nos vies et nos manières de faire famille, de s'aimer, d'être en vie, en fait. Et puis, du coup, c'est assez vite arrivé la question du manque de ces récits.
Donc la première chose, c'est ça, vraiment un manque dans les récits jeunesse que je voyais vraiment. Moi, je viens du livre, donc à ce niveau-là. Puis en parallèle de ça, de mon implication dans des luttes, dans l'autonomie politique, où vraiment on créait on s'organisait, mais en fait il y avait ce besoin de créer aussi des produits culturels qui répondent à ces luttes, qui soient infusés par ces luttes. Et puis aussi, la dernière chose aussi en lien avec l'organisation politique, c'était la question de la transmission et de l'éducation, où un des outils de lutte, c'est d'enseigner. Et du coup, c'était aussi cette question-là. Et voilà. Et aussi, une chose très importante, c'est que ce podcast, il est né de milliards de discussions que j'ai eues avec une personne qui s'appelle Vista Eskandari, qui était impliquée à la Law Clinic et a fait des vagues. Et puis, en fait, on réfléchissait beaucoup aux questions de maternité et de transmission et comment, en fait, les récits les histoires qu'on raconte à nos enfants, mais nous, au sens large, elles nous représentent. Mais aussi, 7-7, ça vient de ce truc 7-7 sur les dépanneurs, de cette idée que les enfants, ils sont à tout le monde, tout le temps, et qu'en fait, on devrait être plusieurs à les éduquer, qui est hyper loin de ce qu'on trouve ici en Suisse et en Europe. Donc ça venait aussi de ces questions, ces questionnements sur les maternités, les différentes manières d'élever nos enfants et d'élever les enfants. Et puis on parlait tout à l'heure d'intersection, et du coup c'était aussi l'envie d'amener un projet qui à l'intersection des luttes, qui mêlait genre classe, race, avec des récits qui viennent chercher toutes ces thématiques. Et puis je crois que j'ai lu tout. Ah oui, et aussi il y avait l'enjeu de l'objet sonore pour les podcasts. Justement, tu parlais de hip-hop tout à l'heure, et puis c'est aussi assez présent l'univers musical dans votre podcast. C'est que nous, assez rapidement, on a trouvé que les podcasts pour enfants qu'on trouvait, l'univers musical, il nous ressemblait pas. Et puis du coup, j'ai collaboré rapidement avec une personne, un musicien qui s'appelle Yannick Sala, qui a amené un univers musical qui était plus proche de nous. Et voilà, je parlerai de la suite plus tard. Ouais, mais merci aussi pour ce projet, parce que en grandissant, alors, je sais pas vous, mais moi, le nom qui me vient en tête, c'est Marlène Jobert, avec en effet des histoires où, on est enfant, on se plonge dedans, mais c'est vrai que rien à voir en fait avec mon univers. Donc c'est hyper cool d'avoir lancé ce projet, et on vous invite, que ce soit que ce soit Mascoff, que ce soit Podcast Son Nom, que ce soit Nos Rêves ou Rien, à vous immerger dedans. Donc comme on l'a vu, donc trois projets très différents, mais quand même avec des réseaux de personnes, d'interconnaissances, parmi les personnes que Manon vous avez invitées notamment à raconter ces histoires. Donc il y a des personnes que vous avez invitées à écrire des histoires, des personnes que vous avez invitées à raconter ces histoires. Il y a des invités qui se retrouvent dans le podcast Son Nom, donc aussi cette beauté du tissage genevois et roman plus largement. Et donc 3 projets différents qui, et vous l'avez dit vous-même, traitent de racisme, mais en fait, ce n'est pas leur objet premier. Et c'est ça que je trouve aussi important de poser sur la table. C'est que moi, si je devais le résumer, c'est on est là, on a envie de raconter nos histoires à notre manière, et en même temps, on répond à des besoins dont qu'on voudrait poser, et surtout se faire du bien. Donc Hermela, comment est-ce que pour vous la question de la race et du racisme est là sans vraiment être là en fait? Vous en faites quoi dans votre projet? Oui, c'est vrai que c'est une très bonne question. Nous, on n'avait pas un objectif précis, on n'avait pas posé comme on lutte contre le racisme anti-noir en ne prenant que des personnalités noires de la pop culture, en ayant des thématiques hyper spécifiques. Mais comme on part du principe que le racisme est structurel et que nous, on partage nos expériences et nos vies, en fait, nos vies sont structurées par le racisme. Donc, j'ai pas forcément besoin, et c'est peut-être aussi pour ça, quand j'y pense, qu'on l'a appelé sans nom, et je crois qu'on a eu cette discussion, mais en fait, on n'a pas forcément besoin de le nommer, ou on n'a pas forcément besoin de consciemment en parler pour que, quand je parle d'une expérience ou d'une situation que j'ai pu vivre dans n'importe quelle sphère de ma vie, en fait, tout d'un coup, la question du racisme ou de comportement raciste va émerger assez rapidement, en fait, parce que je peux parler de foot, et puis au final, je peux finir par dire j'ai entendu des bruits de singes quand j'étais au stade. Je peux parler du corps et ne pas forcément me dire que je vais parler de racisme, mais que je vais expliciter le nombre de fois où on m'a touché les cheveux, où on m'a dit que je ne suis pas soignée. Donc, en fait,
de soi, toutes les thématiques sont liées au racisme, même si on ne rentre pas dans la conversation forcément par ce biais. On parle juste de ce qu'on vit en Suisse. Et c'est hyper intéressant que tu amènes ça sur la table. C'est pour ça qu'on l'a appelé sans nom. Parce qu'en fait, c'est l'association d'idées que je m'étais faite. J'étais si on a envie de parler de tout et de n'importe quoi, selon le titre, en fait, ça va anguler la thématique. C'est que ça va être restreint. C'est on va parler noir en Suisse. Bon, voilà. Enfin, ouais. Donc, c'était aussi très original. Et puis surtout, novateur de vous laisser cette liberté. C'est que finalement, le racisme vous rattrape, mais ça vous donne aussi la liberté, en fait, de parler de sujets où éventuellement, est-ce que ça existe, le racisme n'aurait pas d'impact? Alors la réponse est non. Mais effectivement, il y avait aussi la volonté de partir à la base, parce que la saison 2, effectivement, il y a des invités, donc c'est déjà un peu plus anglais, c'est un peu plus précis. Mais la première saison, déjà, c'est l'audio, c'est du podcast, donc moi, je ne voulais pas être vue. Je voulais être entendue avant tout, et du coup c'est pour ça qu'on était aussi parti sur des personnalités qui s'avèrent tout être noires, mais des personnalités de notre pop culture, pour essayer de montrer que en fait chaque personne dans la vie ou l'expérience relatée d'une autre personne peut s'y retrouver. Mais très clairement, ça s'est, disons, confirmé avec la saison 2 et là, la saison 3, comme on la reprend. Peut-être avec la question de la légitimité et le fait peut-être on est vraiment à notre place, c'est que là, on est beaucoup plus dans quelque chose de l'ordre de l'antiracisme volontaire. Ouais. Mais d'ailleurs, c'est aussi, pour toi qui es Maskoff, on a dit de base, c'est surtout parler de masculinité, de hip-hop. Comment est-ce que la race, pour vous, elle se pose alors, c'est pas dans tous les épisodes, mais finalement, au cours des conversations, on vous entend quand même poser à chaque fois le constat de, au final, on est quand même à chaque fois des hommes noirs, quoi. Donc, comment ça s'inscrit dans votre cas? Alors, c'est peut-être pas dit explicitement dans nos épisodes, en fait, mais en fait, déjà, il y a sur deux plans, j'ai relevé par rapport à cette question, parce que c'est aussi des questions qu'on s'est posées nous-mêmes. Il y a le plan sur le plan de la représentation de qui on est, en fait. On est quand même 3 hommes noirs, 6 hétéros, qui sommes, si vous voulez, le prototype de ce qu'on pourrait imaginer, de ce qu'est un rappeur, si on prend l'imaginaire collectif. Voilà, donc... Déjà sur ce plan-là, il y a une forme de légitimité et de ce qu'on porte comme, en notre chair. Donc voilà, et puis le fait que aussi nous sommes des acteurs nous-mêmes d'une culture qui a longtemps été considérée comme une sous-culture par quand même si vous voulez, un discours raciste, un discours avec des biais raciaux. Donc toute cette culture, que ça aille du graphe jusqu'à la danse, à la musique, a toujours été considéré comme des arts mineurs. Donc déjà, porter ça, être représentant de ça, c'est déjà un message où on se montre, où on est présent. Et aussi, le fait qu'on essaie de prendre la discussion sur le rap sous un autre angle, ça c'est aussi une façon de montrer que en fait, on n'est pas juste 3 gars qui vont parler de rap et de meufs et de voitures et de bling-bling. Et voilà. Donc déjà, le fait, cette représentation-là et notre message, ce qu'on porte en nous, c'est déjà, voilà. Et le fait qu'on veuille défendre le hip-hop, c'est-à-dire sachant très bien ce que le discours externe ou ce que le discours ambiant propage en fait à propos du hip-hop, le fait qu'on le défende aussi, ça c'est aussi une façon pour nous entre guillemets, de défendre le racisme. Sur le plan du contenu, je dirais que, comme je l'ai dit, il y a le point de vue, mais il y a le fait aussi comme on connaît bien les codes du genre, on peut, même en les décryptant, en fait, on peut donner un angle différent. En fait. C'est-à-dire que tout à coup, on va apporter une critique, et le fait même d'avoir une critique va nous positionner comme quelque chose sur un terrain où on ne nous attendait pas. Parce que, en général, dans les contenus sur le rap, c'est plutôt... voilà. Et donc ça, c'est un parti pris, et c'est aussi un risque, parce qu'on
on pourrait aussi se dire que voilà, il y a certains artistes qui pourraient ne pas être contents qu'on relève tel lyrics sexiste ou bien tel lyrics anti-LGBTQ, mais en plus de ça, on essaie aussi de montrer une autre face, en fait, et une face plus positive de ce qu'on peut trouver dans le rap. Et ça aussi, c'est une façon pour nous, en fait, de déconstruire et de lutter contre le racisme, en fait, de lutter contre les stéréotypes racistes. Et une dernière chose que je voulais dire, c'était, puisqu'on a parlé d'intersection, on a nos prochains invités, c'est donc un artiste hip-hop, un artiste rap qui a fait partie un des groupes de rap les plus reconnus, en tout cas sur le plan critique en France, qui était Assassin, et c'est Solo qui a écrit son autobiographie il n'y a pas longtemps. Et on va le recevoir, il va parler de choses qui sont très intimes, mais bon, il a déjà... je spoile pas, mais en fait, il a déjà donné des interviews en expliquant que voilà, il a été victime d'agressions sexuelles, ce qui n'est pas quelque chose de facile à dire pour un homme noir. Surtout connaissant les codes de cette culture-là, de la culture hip-hop. Donc c'est pas quelque chose de facile. Donc c'est de nouveau un angle nouveau qu'on a, enfin un angle, disons, peu abordé, mais pas nouveau, mais peu abordé. Et le dernier, l'autre artiste qu'on va inviter aussi, c'est Zion, qui est une artiste, c'est un DJ lausannois qui a fait une transition de genre, qui était une femme auparavant et qui est un homme aujourd'hui. Et c'est un artiste qui va nous parler en fait de la situation des clubs, parce qu'en fait on va faire un épisode sur les clubs et en fait considérant le club comme étant un lieu où s'expriment disons beaucoup d'attitudes qu'on retrouve dans le hip-hop, et enfin par plein de choses, hein. Ça peut être la sape, ça peut être les attitudes, la façon de se tenir, les emplacements, les choix, s'il y a des choix genrés par rapport à des endroits, etc. Donc c'est vraiment un épisode que je vous encourage tous à regarder, ils vont bientôt sortir. Et justement, quand on sort en fait des clichés habituels qu'on a sur le rap, où c'est une mise en valeur des personnes, des acteurs et des actrices, donc des actrices si vous voulez, voilà, nous on veut un peu déconstruire toutes ces choses-là et offrir d'autres pistes en fait, qui sont pas forcément mises en valeur en fait. Ouais. Des contre-représentations, en fait, lutter contre le racisme aussi en créant des contre-représentations, surtout que vous êtes dans un podcast qui, parmi les trois, est un podcast audiovisuel, c'est-à-dire que on vous entend et on vous voit aussi. En fait, vous êtes aussi filmé, quoi. Ouais. Oui. Et puis, alors, un dernier point alors peut-être c'est ma lecture, mais il me semble qu'il y a un aspect lié à ce que, alors peut-être pas le podcast, mais en tout cas, la valeur que vous avez donnée à la culture hip-hop, c'était que, en tout cas, dans les récits de vie, des fois que vous partagez ou vos propres constructions, c'est que le hip-hop a été aussi une culture qui vous a permis de vous forger une estime de vous-même en tant qu'homme noir, avec un racisme au quotidien. Enfin, donc c'est aussi la valeur du hip-hop pour des personnes qui ont été structurellement minorisées en Suisse. Alors peut-être j'extrapole, hein, mais en tout cas j'ai l'impression que ça ressort quand même des récits. Oui, ça revient à une phrase que j'avais citée. C'est une phrase de José d'ailleurs, hein, qui est ici dans le public, qui était le fait de se réapproprier la critique du narratif, hein, c'est-à-dire de se dire qu'en fait, le narratif autour du hip-hop, il est dans, si vous voulez, dans les métiers de la musique et aussi dans la presse généraliste, il y a un certain narratif. Un narratif qui a des biais racistes et qui a des biais racistes, pas seulement en fait sur les paroles, en fait, mais c'est sur la vision qu'on a et sur les stéréotypes aussi qu'on a des personnes noires. Alors, on va décrire les acteurs du rap comme étant agressifs, extrêmement violents. Voilà, on va genre
si vous voulez. Donc, on va les montrer avec une espèce de sexualité débordante, faire d'eux des gens dangereux. J'avais entendu certains groupes d'extrême droite qui se prétendent féministes dire que en fait, le rap crée en fait des attitudes qui pouvaient faire peur aux femmes dans la rue. En fait, voilà. Donc, les médias suisses, pour avoir regardé dans les médias suisses ont vachement contribué à cette couverture raciste du hip-hop. Aussi, il y a aussi le fétichisme qui est pour moi extrêmement problématique, notamment sur les actrices du rap, donc les rappeuses, toutes les femmes qui ont les danseuses, les modèles en fait, et en fait il y a un discours qui parfois a été qui a fait du bruit dans la presse, un discours sexiste et raciste, donc misogynoir, sur le corps des femmes, sur l'attitude que des rappeuses comme Nicki Minaj ou Cardi B pouvaient avoir, et ça a été largement repris dans la presse. Je ne vais pas dire qui a été l'auteur de ces remarques-là et de ces interviews-là qui ont porté préjudice aux rappeuses, parce qu'en fait, cette interview qui a été donnée par cette personne, en fait, elle fait écho à ce qui se dit dans les coulisses de l'industrie du rap, mais aussi dans la presse généraliste, c'est-à-dire la façon de tout le temps parler de la sexualité des femmes noires, des corps des femmes noires, en fait, des habits qu'elles mettent, et porter un jugement, en fait, et un jugement évidemment négatif sur les actrices du monde du hip-hop. Ouais, et d'ailleurs, vous avez un épisode consacré à cette déconstruction-là. Donc ouais, Mask Off, en tout cas, contrer les représentations négatives imputées aux hommes noirs dans le monde du rap en créant des alternatives. Et des femmes noires aussi. Et des femmes noires. Nos rêves ou rien... Nos rêves, voilà, c'est le temps que ça passe le micro. Nos rêves ou rien. Alors, le titre indique en effet la volonté de créer du rêve pour les tout petits, 4-7, de 4 ans à 7 ans. Et donc, mais quand même avec cette conscientisation de la transmission des luttes, de donner en tout cas une palette d'outils pour aborder la question de la race. Est-ce que tu peux nous en dire plus de comment est-ce que la race et le racisme est intégré au projet? Parce que pour le coup, alors c'est pas pour faire de comparaison, mais j'ai quand même l'impression que dans le projet, c'est peut-être le projet qui centralise le plus la race et le racisme au cœur de l'intervention. Alors, donc le podcast, en fait, l'enjeu, c'est qu'on ne voulait pas parler des questions de racisme dans nos podcasts de manière frontale et de manière générale dans ma maison d'édition. Vraiment, pour moi, c'est un espace où l'enjeu, c'est d'infuser à fond tous les récits de ces questions-là. Et donc, assez rapidement, les livres qui étaient certains livres très frontales comme ça, c'est quoi le racisme, expliquer aux enfants, tous ces livres-là, c'est vrai que ça m'intéresse moins dans mon travail, bien que ça ait un intérêt. Mais voilà. Donc c'était vraiment mener un projet qui était porté par des personnes qui luttent ou qui sont concernées par ces luttes. Et donc en abordant ces luttes, mais plutôt en filigrane en général. Donc je vais donner quelques exemples. Par exemple, l'histoire écrite par Noémie Michel qui s'appelle Les vœux de Vanille, elle traite la question des statues coloniales à Genève en filigrane. Les prochaines histoires qui vont sortir, notamment Inès Elchir, qui s'appelle Petite Agine, qui traite la question du parcours migratoire, ou les questions de métissage qui sera traitée par Lamia Moussa, ou d'amitié intercommunautaire aussi, par exemple, par Manel Ben Boubaker. Aussi de traiter les questions de métissage et d'amitié intercommunautaire aussi parce que typiquement moi je viens de la communauté juive et puis nos communautés par exemple dans les produits culturels qui émanent c'est en général géré par les institutions religieuses ou voilà donc ça arrive très peu que
et pareil d'ailleurs pour assez beaucoup pour l'islam. En tout cas, c'est des communautés où on a peu de représentation aussi métissée ou parfois laïque, tout en ayant ces cultures-là. Donc il y avait aussi ces enjeux-là. Et puis donc voilà, donc aborder les luttes en filigrane. J'ai donné quelques exemples. Et puis aussi vraiment d'utiliser le rêve comme un outil de lutte pour vraiment toutes ces idées de décoloniser l'imaginaire, en fait, de créer des mondes, de rêver des mondes dans lesquels on est en fait finalement. Donc c'est quand même il y a quand même un lien avec la réalité où en fait c'est vraiment infusé de nos réalités. Je continue. Je peux y aller. On a plein de trucs à dire. Ensuite. Ce que tu disais sur le droit de rêver, je trouve que c'est peut-être un des champs qui est le plus obstrué quand on est victime de toutes les discriminations et notamment du racisme. Parce que le racisme aussi nous pousse à être sans arrêt au jour le jour, nous coupe aussi l'horizon. C'est-à-dire que c'est, bon, déjà, qu'est-ce que le passé, comment on en arrive à là, comment est-ce qu'on gère le présent et c'est quoi le futur en fait. Donc ça aussi, c'est en soi déjà de pouvoir créer des utopies qui reconnaissent la présence de racisme tout en donnant la possibilité de rêver autrement. Mais ça, c'est extrêmement puissant. Voilà, de rêver autrement et donc de rêver des mondes dans lesquels on existe en fait. Et voilà. Et aussi, cette notion du rêve, elle intervient aussi dans les ateliers qu'on mène avec les enfants, qui sont vraiment des endroits extrêmement riches, où par ailleurs, on sent que c'est un manque dans la manière dont c'est réceptionné par les enfants. Même au niveau musical, la manière dont ils dansent dès qu'on commence le podcast, la manière dont ils participent, la manière dont ils réagissent quand ils entendent des prénoms, des plats, des lieux. Et tout ça aussi, ça participe à guérir aussi. Mais on en reparlera plus tard de ça peut-être. Donc on peut en parler maintenant vu qu'on y est. Si tu veux bien. Oui, alors... je trouve ça, c'est toujours, on entend des fois des parents, souvent même des parents racisés, toujours être pris dans cet entre-deux de j'aimerais préserver l'innocence de mon enfant, et puis en même temps, on ne sait pas trop à partir de quel âge vraiment ils sont conscients du racisme, d'être différents, à quel moment ça commence à les impacter. On parle aussi de vous, parents, au sens large, en tout cas des adultes qui avaient vécu le racisme, donc qui essayaient de créer des outils pour des enfants, peut-être aussi pour nous-mêmes. On sait souvent que quand on crée des choses pour les enfants, on guérit aussi notre enfant qui n'a pas eu ça. Donc quelle est ta démarche? Comment est-ce que tu as réfléchi à cette question de comment est-ce que tu parles de ce sujet sans vraiment... tout en reconnaissant l'innocence ou en laissant aussi longtemps que possible le monde enchanté de l'enfance, en fait. C'est une réflexion que vous avez eue. Oui, alors la question de la tranche d'âge et de à quel moment on intervient, moi je me questionne énormément. D'ailleurs, j'aimerais citer Aurélia Platon, qui est la coéditrice du projet, qui est formée en philosophie et qui est aussi enseignante primaire, avec laquelle on réfléchit beaucoup à ces questions-là, c'est-à-dire en fait à quel moment effectivement on parle des choses. Donc pour moi, en fait, dans mes réflexions, il y a toujours eu ces deux choses, il y a guérir et prévenir. Et puis guérir, par exemple, Lorraine Safou, elle le fait comme 1 million de papillons noirs, où elle vient parler d'une agression en lien avec les cheveux, et elle vient apporter un récit qui vient guérir un enfant qui aurait subi ce type d'agression, d'événement. Et il y a aussi prévenir, et prévenir pour moi c'est plus parler, être représenté en fait tout simplement. Mais effectivement le podcast c'est 4-8 ans, et en fait avant 8 ans il y a quand même une insouciance qui est trop belle et que plein d'enfants peuvent avoir, mais plein d'enfants ne peuvent pas avoir puisqu'ils subissent, ils sont victimes de racisme. Donc voilà. Donc pour moi, il y avait vraiment ces deux enjeux, prévenir, guérir. On échange aussi, par exemple, en ce moment avec Diati Diallo sur la question des violences policières, de comment on pourrait en parler dans un récit jeunesse, et en même temps, comment ne pas traumatiser des enfants qui sont racisés, mais qui sont loin de ces questions-là, ou qui ne sont pas, par exemple,
issus d'un quartier où il y a des violences policières, où ils en voient. Donc il y a vraiment des réflexions autour de ça sur pas traumatiser un enfant qui n'aurait pas vécu mais qui est concerné, mais en même temps soigner un enfant qui aurait subi des choses comme ça. Et on le répète, hein, vous êtes sans arrêt, enfin tu es, l'équipe est sans arrêt en recherche de nouveaux récits. Et comme tu le dis, vous êtes toujours en discussion. C'est-à-dire que si dans le public ou dans les personnes qui vont nous réécouter, il y a des personnes qui auraient envie de raconter des histoires, on comprend que c'est des discussions, c'est des projets, vous posez, parce qu'on ne peut peut-être pas parler du même... Alors, racisme est large, on ne peut peut-être pas parler du même thème, de la même manière, etc. Donc vous posez, vous y réfléchissez, quoi. Oui. Ouais. Justement, on ne peut pas parler du racisme à tout va parce qu'il peut y avoir des coups. Hein, tu évoquais avant Hermela et je me permets de poser ça sur la table parce que tu l'as posé dans le dernier épisode que vous avez fait sur la caméléonisation. Alors Chris, dans l'épisode, il définit ce que c'est la caméléonisation, donc je ne vais pas de spoiler, je vous laisse écouter l'épisode, mais il me semble que c'est dans cet épisode que tu poses en fait carte sur table et tu dis, mais en fait, parler de racisme dans l'espace numérique, ça a un coût. Est-ce que tu veux nous en dire plus en fait sur ce coût, et tu l'as abordé, tu l'as posé déjà avant? Ouais, mais en fait, espace numérique ou pas, parler de racisme a un coût. Il a un coût parce que... Alors, nous, notre podcast, on ne le prend pas comme un lieu thérapeutique. Je pense que la thérapie, il faut qu'on la fasse à côté. On n'est pas là pour se déverser. Donc, quand on amène des thématiques, c'est qu'on y a déjà songé. On n'est pas forcément arrivé au bout de la chose. Mais voilà, c'est des heures et des heures de discussion, de thérapie, de cogitation. Et du coup, ça, c'est un coût. C'est le coût moral, physique. Je parlais d'insomnie ou quoi. Parler de racisme, déjà, l'expérimenter, c'est violent. On en meurt. Je voulais essayer de rebondir sur le titre de Manon. Effectivement, nos rêves ou rien. En fait, le racisme, ça empêche de rêver. Enfin, c'est vraiment... C'est ça, c'est cette violence-là. Et forcément, que prendre la place sur les réseaux sociaux ou prendre le temps d'en discuter en famille, même avec des amis ou des personnes qu'on considère comme proches, ça a un coût tout le temps. Et donc, cet épisode, il est un peu venu pour donner des outils entre guillemets, parce que je l'applique pas tout le temps, mais c'était de dire, voilà, des fois on a le choix de vouloir en parler ou pas, on a le droit d'avoir le choix d'en parler ou pas, on a le droit de prendre le temps et de dire, je ne peux pas là en parler. Et puis, voilà, c'est cet espace-là, le podcast, qui nous permet de même en fait, de verbaliser ça. D'ailleurs, dans l'épisode, Chris, il a dit maintenant, il y a certains potes, il dit, va écouter le podcast. Ouais. C'est pratique, oui. Ça. De créer l'outil, de dire, voilà, c'est pérenne, ça reste, t'as besoin d'éducation, va écouter ce que j'ai dit ailleurs. Va écouter le podcast. Aussi, on essaie de donner un peu des recommandations culturelles, parce que voilà. Donc, c'est aussi c'est un peu renseignez-vous. Parce que nous, on fait ce qu'on peut, mais on n'a pas la solution. D'ailleurs, je suis assez défaitiste, moi, par rapport à mes acolytes. Je suis un peu là, je pense que je ne vivrai jamais la fin du racisme. Donc voilà, on a cet espace, on essaye de donner des moyens qui nous ont fait du bien à un moment donné. Les outils qui nous ont fait du bien à un moment donné, et puis parfois on n'arrive juste pas, et puis en fait c'est aussi ok. C'est un peu sad, désolé. Mais merci quand même de le faire du coup, hein. Est-ce que vous avez eu, parce qu'alors vraiment de manière, comme j'ai dit, répétitive, vous le dites à chaque épisode, on aime le hip-hop, on aime cette culture, c'est la culture qui nous a fait, mais on ne veut pas être récupéré. Est-ce que du coup vous avez été récupéré? Est-ce que vous avez subi le backlash? Est-ce que vous avez vécu votre pire cauchemar? C'est ça un peu la question. Décidément. Non, en fait, on a surtout eu des questionnements en fait par rapport à, si vous voulez, à la mise en place de notre podcast, et puis du fait que on n'avait pas d'invité, donc on était les trois à discuter de ce thème, d'un thème qui est quand même assez lourd de sens, voilà, et puis qui
Pour en revenir justement au coût émotionnel et tout, il y a eu un épisode un peu qui nous a vraiment vidé. C'était un épisode sur les violences sexistes et sexuelles qu'on avait fait, je crois, la première saison. Voilà, on est sorti de là un peu lessivé parce que c'était très dur. Et puis, peut-être, ce que j'ajouterais, c'est qu'en plus de ça, en tant qu'homme noir, de se dire que voilà, il y a toutes ces choses-là, toutes ces choses qui sont dites, toute cette violence qui s'exerce, etc. Et que nous, on essaie de défendre cet art-là, de voir tout ça, de ce débordement de paroles haineuses, etc. C'était quelque chose de très difficile à défendre. Enfin, pas à défendre, mais enfin, c'était facile à condamner, mais c'était difficile de se dire, mon Dieu, voilà, il y a toutes ces choses-là, on essaie de donner de l'émulation à ce mouvement et on doit se retrouver à faire face à ça. Mais c'était nécessaire. C'était nécessaire parce que notre démarche aussi, c'est de ne pas s'extraire nous-mêmes en fait, de la problématique, en fait, de cette problématique où il y a de la misogynie dans le rap. Voilà, il faut y faire face. Et il faut y faire face d'autant plus que c'est aussi une manière pour nous de présenter une autre image des hommes noirs, en fait, qui sont tout le temps voilà, mis au pilori, montrés, sursexualisés, voilà, on les montre comme étant des gens extrêmement agressifs. D'avoir quelque part un travail de fond, en fait, pour déconstruire ça, c'était quelque chose aussi pour nous qui était important. Donc, pour revenir à ce que la question, c'était déjà... Ouais, parce que j'ai dû... Désolé. C'est bon. Voilà, c'est parce bon. que je voulais revenir. Tu as répondu, voilà. C'est-à-dire le coût et du coup le coût de backlash en fait. Ouais, c'est le backlash. Que, est-ce que vous avez vécu votre pire cauchemar? Alors ça, est-ce que vous avez été récupéré? Non, là, c'était par rapport à ce qu'on vivait nous intérieurement. C'était pour. Je pense que c'était quand même important de le dire parce que c'est vraiment sur le plan émotionnel, ça a été difficile pour nous. Ouais, on était vraiment un peu vidés, comme on dit. Mais pour revenir au backlash, en fait. Nous, on n'a pas eu de backlash. Voilà. On a même eu des retours positifs de gens dont on ne s'attendait pas du tout à ça. En fait, on pensait qu'on allait avoir plutôt des critiques du genre ouais, ça y est, vous trahissez le mouvement, vous trahissez le rap, vous êtes des snitch, des donneuses, des balances. Des donneurs de leçons, ça aussi, vous dites que vous ne voulez pas l'être. Aussi, voilà, etc., des people pleasers, etc. Et alors, on en a eu quelques-uns, certains même parmi mes proches, etc., où quelque chose qui se rapprochait à ça, etc. On a eu des discussions comme ça, mais de backlash à proprement parler et de la récupération. Alors, il y a eu un questionnement. Une amie qui m'a questionné, qui est venue et qui m'a dit, maintenant, pour la deuxième saison, puisqu'on allait être soutenu par la ville de Genève et Agenda 21, est-ce que, par hasard, notre discours allait devenir... Est-ce qu'on allait s'autocensurer, en fait ? Parce qu'il y aurait comme une forme de récupération, etc. Je n'ai pas su répondre tout de suite à la question, mais on verra là dans cette saison qui arrive, que je vous encourage tous à regarder. Hein. Ils sont sur toutes les plateformes Spotify et YouTube. Et voilà. Et donc, j'ai posé la question au groupe. On a parlé de ça, en fait, et on s'est dit que je pense que quand même, premièrement, on n'a pas eu du tout de consigne. Ça, je tiens vraiment à le rappeler et tout. On n'a pas eu du tout de consigne. Et deuxièmement, en fait, on a eu plutôt même... comme en plus de ça, on a accompagné notre podcast à un travail de terrain. Alors, malheureusement, j'ai pas pu en parler. Enfin, j'ai pas pensé à en parler lors de la présentation, mais on a fait du travail de terrain. C'est-à-dire qu'on allait voir des écoles. Une école en particulier, pour montrer notre travail et tout, montrer des extraits de notre travail, et ça a été extrêmement bien accueilli. Et du coup, j'ai plus le sentiment qu'il y a une demande d'apprendre, de voir, de montrer, plutôt qu'une récupération. Okay. Alors, on n'est peut-être pas encore au niveau de succès, de célébrité pour en arriver là, avoir... je sais pas, quelque chose qui s'approcherait à des politiques qui viennent nous demander de venir soutenir tel mouvement, tel parti politique. Mais ce que je pense, c'est que pour l'instant, on est vraiment dans une démarche
je dirais, d'être exhaustif, en fait, pour pas dire n'importe quoi non plus, parce que quand même, parfois on cite des auteurs ou des chercheurs, des travailleurs. Je cite au passage encore Noémie Michel, qui nous a beaucoup aidé aussi, par du soutien, par des conversations téléphoniques. Voilà, donc ça, voilà, je tiens à le rappeler encore. Et j'en profite aussi pour encore remercier Yannick Sala aussi, qui nous a apporté un soutien musical aussi pour notre podcast. Ouais. Donc, voilà. Ouais. Donc pour le moment, l'enchantement est présent pour vous et, Ah ouais, et tant ouais, mieux, ouais. c'est tout ce qu'on Là, c'est vous les souhaite. oiseaux, là, Hein. c'est- C'est quand le pire cauchemar Ah ouais, se voilà. réalise, c'est pas cool. Voilà, mais Donc on est très, Il faudra s'attendre sûrement à un backlash. Nous, on est prêts, hein, de toute façon. Ouais. Ou pas, On attend que ça. ou pas, nous, on s'autorise à rêver. Est-ce que le public a des questions, des commentaires? On peut vous donner le mic. Pas de commentaires, pas de questions. On n'a rien dit sur le fait que... Enfin, on a peu parlé du fait qu'on a... Enfin, si, toi, t'en as parlé. Mais sur le fait d'utiliser le format audio. Et je voulais juste dire un truc. C'est qu'un avantage, c'est que c'est gratos. L'autre, c'est que c'est dispo partout. Que du coup, ça peut s'insérer un peu dans des trucs un peu anti-écran. Et aussi, il n'y a pas besoin de savoir lire. Et par rapport à ça, il y a quand même un enjeu de réception où ça reste un outil qui s'adresse à une certaine classe sociale. Puis du coup, je voulais juste mentionner ça. Et ce qui est aussi du coup intéressant avec nos podcasts, je trouve. Donc la question de la réception, un peu comment on le diffuse après, maintenant que c'est sorti, que c'est là, et typiquement ce travail avec les scolaires ou voilà. Et puis du coup, nous en tout cas, il y a un énorme enjeu avec les scolaires parce que c'est là que le plus d'enfants possible peuvent écouter, parce que sinon, ils ne vont pas écouter. Donc, je vais juste spécifier ça. Tu fais bien de l'amener, surtout dans une culture qui est très saturée par le visuel, donc de venir stimuler l'auditif. Ouais. Est-ce que, parce qu'on va quand même vous faire participer, si vous croyez que vous allez vous en sortir comme ça. Ah, il y a une question. Mais avant votre question, gardez-la bien au chaud. Je veux juste avoir une idée un peu dans la salle. Les personnes qui sont consommatrices de podcasts, est-ce que vous pouvez, je sais pas, faire un signe distinctif? Ah ouais, bon, en fait, la grande majorité, presque, ouais, grande majorité quand même. Ok. Et les personnes qui ne le sont pas, plutôt visuelles? Visuel, ouais, plutôt visuel, ok. Donc quand même une consommation du podcast qui est là et qui fait son chemin, quoi. Ok. Madame, je vous donne mon mail, comme ça vous pouvez poser votre question. Non, parce que vous allez être enregistré. On m'a donné des consignes très strictes. Merci, je peux bouger aussi. D'accord, donc merci beaucoup, c'est très intéressant ces discussions. Je voulais juste, oui, j'étais intéressée, je connais peu, j'ai jamais produit un podcast. J'étais intéressée de savoir si vous avez aussi, donc comment est-ce que vous pouvez engager avec vos écouteurs, RIS, et voilà, est-ce qu'il y a des échanges qui aussi apportent votre travail plus loin? Peut-être vous pouvez dire quelque chose. Donc les stratégies de engagement. Qu'est-ce que vous mettez en place maintenant? Est-ce que tu veux répondre à ça? Parce que tu l'as aussi amené justement il y a quelques minutes. Je peux répondre rapidement, mais après, c'est la question que je voulais poser à Hermela. Du coup, mais je trouve que je l'ai déjà abordé. En fait, il y a vraiment, je fais un travail de fou pour essayer de rencontrer le plus d'enfants possible dans les écoles et en fait aussi d'imprégner une formation que je suis sur l'animation dialogue philo de ces moments-là pour vraiment ce truc d'éveil à la pensée critique des enfants plus qu'un truc méga dogmatique comme ça, mais plus de réfléchir ensemble. Et du coup, voilà, ça se situe un peu à cet endroit-là. Et tu avais une question à poser? Oui, parce que je disais, moi, j'essaie d'aller faire écouter ces trucs dans des écoles et tout, et je me demandais, parce que Kay aussi, toi, tu as répondu, je me demandais un peu, vous, comment vous travaillez cette question-là. On ne la travaille pas, à vrai dire. Non, nous, c'est beaucoup du bouche à oreille. On n'est pas trop rodé en termes de communication. Comme je l'ai dit, vu qu'il y a quand même cette question je suis assez craintive quand même,
vu que ça va dans l'espace numérique. Donc c'est un peu difficile pour moi de vraiment travailler une promo. Je fais des efforts là-dessus, mais c'est beaucoup plus du bouche à oreille. On a une petite page Instagram, enfin voilà, ce genre de truc. Mais on n'est pas... En fait, c'est à l'intersection entre une espèce de pseudo-éducation citoyenne et puis un peu juste podcast de gens lambda. Enfin, il y a ce truc où j'irai pas pour le moment faire quelque chose dans les écoles comme vous pouvez le faire ou quoi. Ça va plutôt être un engagement des personnes qui l'ont écouté, qui vont dire à d'autres personnes de l'écouter. Et c'est comme ça qu'on fait un peu, nous, nos écoutes. C'est vrai que d'avoir ouvert aussi le podcast à des invités, ça nous a aussi permis de toucher d'autres personnes, de faire la rencontre avec peut-être un autre public aussi hors de Genève. Bizarrement, on est beaucoup plus écouté à Paris qu'à Lausanne, mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est les algorithmes. Ouais, je sais pas. C'est très bizarre quand on est à Genève d'être plus écouté à Paris qu'à Lausanne. Ouais, je crois pas. Mais non, du coup, la réception en soi, elle se fait vraiment comme ça un peu. Mais vu que tu l'amènes, et vous pouvez volontiers y répondre aussi, puis après on va réouvrir au public, peut-être qu'il y a des nouvelles questions qui ont émergé, c'est est-ce que vous avez du coup des écoutes qui sont des personnes qui vous font des feedbacks, mais hors de Suisse? Un peu. Ouais, un peu. C'est surtout venu justement avec les invités. Je pense que c'est des invités qui ont aussi un peu amené leur communauté. On a eu un peu des retours. Mais en fait, on reste quand même un podcast natif très, très localisé, très générationnel. Genre, c'est les personnes de notre âge qui écoutent. Enfin, voilà. Du coup, les retours, ils vont plutôt se faire quand même assez directement. Et après, on commence un peu à avoir des retours sur d'autres plateformes parce que ça s'ouvre, mais je lis pas trop les trucs. Les podcasts, c'est pérenne, hein, donc ça vit sa vie et ça fait son chemin. Vous avez des retours qui est en dehors de la Suisse, en tout cas en France, non, quand même? Alors, Gentiment, oui. Donc, on a notre géose nationale qui va représenter la Suisse et Mascoff par ricochet. En fait, il va pouvoir participer. Est-ce que je peux en parler? Il va donc participer à certains épisodes de combien? Trois épisodes des couilles sur la table, qui est un podcast très connu de Victoire Thérion, qui il me semble, elle n'est plus aux couilles sur la table. Mais donc voilà, il va animer ces 3 épisodes et on a hâte de voir ce que ça va donner. Ils ont déjà été enregistrés, il me semble. Hein. Il y en a 2 qui ont déjà été enregistrés. Ok, super. Voilà. Et Mask of Going International. Ouais. Oui. Et pour la première saison, on avait reçu un prix allemand, c'est ça, un prix international franco-allemand. Ouais. C'est quoi, Arte? Non, c'était pas Arte. C'était pas Arte. Mais on avait reçu comme un prix du meilleur podcast musical, c'était ça? Voilà. Donc voilà, c'est quand même c'est une fierté qu'on a et c'est aussi le fait qu'on a quand même pu avoir une visibilité à l'international, en tout cas auprès des professionnels. Ouais. C'est très intéressant parce qu'en effet, quand on pense audio, quand on pense numérique, en fait, c'est censé bouger, sortir des frontières et en effet, de quelque chose d'assez incontrôlable. Je peux entendre comment ça peut aussi être angoissant. Et vous, n'aurez vous rien, parce que là aussi, dans les invités, vous avez alors les invités et les personnes qui écrivent et les personnes qui racontent. Là aussi, vous avez quand même des personnes très internationales, pas que genevoises. Oui, c'est vrai qu'il y a un peu des Françaises. Moi, je suis française. Hein. Mais oui, je les ai tous genevoisisées, là. Ouais, moi, je me sens pas vraiment genevoise, mais bon. Ouais, du coup, il y a quand même une assez bonne réception. Puis, c'est les Jewish Diaspora, j'ai de la famille un peu partout. Alors, du coup, ça va un peu partout comme ça. Donc, principalement Maroc, Italie et puis au Canada. Mais ça me fait penser à un truc que je voulais dire, c'est que ce que je trouve trop intéressant dans nos podcasts, enfin, en tout cas dans ce truc
sur cette question des diasporas par rapport à Suisse-France et la question qu'on est tous des podcasts genevois, c'est que moi, quand je suis arrivée ici, j'étais là, ah ouais, les diasporas sont trop différentes que chez nous, trop intéressant, parlons-en. Ah, mais tiens, il y a quoi sur le passé colonial de la Suisse? Ah, rien, 3 livres. Ah, tiens, incroyable. D'ailleurs, on a verni Undoing Race, qui est une des contributions majeures sur les questions d'antiracisme en Suisse. Francophone et donc le fait qu'il y a très peu de contenu comme ça et que alors qu'il y a une grande différence, enfin voilà, la production culturelle ça vient de la France à mort, même au Québec voilà, la francophonie elle est inondée de cette diplomatie culturelle française et donc moi bizarrement j'avais envie de participer à faire éclore aussi des récits et je trouve qu'on le ressent trop dans votre podcast et je trouve que c'est trop bien, enfin c'est très inspirant. C'est de faire éclore des voix qui viennent d'ici avec les spécificités culturelles d'ici. Voilà, je voulais juste rajouter ça par rapport à ça. Ouais, non, clairement. Et c'est aussi pour ça qu'on les apprécie. C'est que c'est bien du made in Geneva, made in Switzerland et que c'est pas copiable et on le trouve pas ailleurs. Est-ce qu'il y a des questions? Juste rebondir sur... En fait, ils veulent pas vous entendre ce soir. Vous n'avez rien à dire. Non, c'est parce que ça me semble assez important quand même. Parce que Vas-y. vu qu'elle a parlé des diasporas, en fait, et qu'auparavant, elle avait posé une question sur les communautés religieuses, en fait, qui en fait, occupaient l'espace, en fait, que vous vouliez... voilà. Exact. Je voulais savoir si vous aviez déjà organisé des rencontres intercommunautés, notamment pour les communautés musulmanes et les communautés juives, et si c'était une idée qui traversait la tête. Voilà. Ouais, alors ce que je voulais dire par là, c'est que, en tout cas, en ce qui concerne les questions liées au judaïsme ou à l'islam, que souvent les récits qui parlent de ces diasporas, souvent, c'est des maisons d'édition méga religieuses, assez radicales, de l'autre pas très libérales. Et que du coup, en tout cas pour la question juive, typiquement, c'est beaucoup produit en lien avec la question d'Israël, par exemple. Donc voilà. Donc nous, il y a l'idée de parler de nos communautés, religieuses ou non, avec la foi ou non, peu importe, mais juste avec du métissage, avec des mélanges et avec de la laïcité aussi, avec un truc qui nous ressemblait plus et qui n'existe pas ou peu parce que typiquement la communauté afrodescendante, elle est beaucoup plus productive. Vous êtes beaucoup plus productifs que nous en termes de littérature jeunesse, typiquement, et de représentation. Donc je trouve qu'il y a un enjeu aussi de notre communauté à faire des trucs, quoi. Merci. Merci. Est-ce que c'est le dernier round? C'est votre dernière chance. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Des remarques? Oui, Jos. Tu as beaucoup été interpellé aujourd'hui, donc on s'attendait à ce que tu parles. Je t'amène le micro. Mic check. Voilà. Quand même. Attention, sinon je fais un beatbox plus long. Non, je voulais dire en fait parce que Kay a peut-être omis une chose concernant la représentation ou l'écho international que peut avoir un podcast. Du coup, je dis ça pour des personnes qui auraient envie éventuellement de monter des projets ou des choses comme ça. Une chose dont on s'est rendu compte, donc c'est pas une question, vous pouvez le comprendre. Mais c'est une remarque qui peut être utile à pas mal de gens, je pense. On a fait la première saison, on était très mauvais en communication. On a fait la deuxième saison, on est en train de finir la deuxième saison. On est un peu moins mauvais, on est même un peu plus fort, notamment grâce à Nuée Digital. Et une chose clé, c'est le faire savoir, comme on dit toujours. Je parlais il y a quelques années avec un graffiti artiste qui me disait, voilà, aujourd'hui, le savoir-faire est moins important que le faire savoir. Qui est une méga punchline, puisque effectivement on peut avoir le meilleur podcast du monde, mais si personne ne sait qu'il existe et si on ne sait pas le promouvoir et l'amener dans les oreilles des gens, aujourd'hui en plus avec la saturation de l'offre, malheureusement on ne va pas toucher le public recherché. Et donc nous, notamment dans la production de Reels sur Instagram, alors évidemment nous on a un podcast audiovisuel comme tu l'as dit Pamela, mais il y a moyen quand même avec des extraits, tu vois, par exemple Les couilles sur la table, c'est un podcast, alors évidemment ils sont à Paris, ils ont tout de suite
touchaient des questions qui parlaient à énormément de monde et tout ça. Mais leur communication, elle est essentiellement, elle est très basée sur du, comment on appelle ça déjà, interactive media design, c'est-à-dire des textes animés ou des choses comme ça. Et en fait, en créant des petits contenus comme ça consommables sur les réseaux, on voit tout de suite à quel point on touche beaucoup plus, ça décuple en fait le public. Et donc nous, par exemple, entre la première et la deuxième saison, alors que je pense qu'en termes d'éditorial, on n'est pas forcément plus fort maintenant, c'est la même méthode en gros, mais bon, il y a un meilleur emballage peut-être visuel et tout ça, mais surtout, il y a un beaucoup meilleur emballage, largement meilleur en termes de promotion. Et donc avec des extraits diffusés sur les réseaux, que les gens puissent partager, etc., etc. Il y a le backlash un peu de ça. Tu parlais de backlash, c'est que les gens du coup vont te critiquer sur la base de la minute que tu as mise en avant. Du coup, tu as envie de leur dire, bon, si on a mis ça, c'est pour que tu aies écouté le podcast en entier a priori, mais bon, ça, c'est pas grave. Mais en gros, voilà, le fait de faire des contenus comme ça, plus accessibles, plus partageables, plus potentiellement viraux, ça change vraiment la donne. Et du coup, au-delà de la question du prix en question, pour préciser aussi, ça s'appelait c'est le Reeperbahn Festival, qui est un festival effectivement franco-allemand de journalisme musical. Donc pas Arte malheureusement. Et puis au-delà des couilles sur la table, on voit aussi, alors nous aussi on parle de hip-hop, donc forcément il y a toute la communauté francophone, et puis moi j'ai un pied là-dedans en tant qu'animateur radio, donc aussi je connais des animateurs, etc., animatrices. Mais quand on diffuse des reels, on voit aussi l'audience qu'il y a sur les réseaux en termes de partage, des personnes qui sont créateurs, créatrices de contenu, etc., qui vont... valider ou pas, mais en tout cas partager aussi. Donc voilà, ça c'était peut-être plus une remarque en termes de conseils, que c'est hyper important et même à anticiper dans la production en fait, et même s'il y a des budgets, des choses comme ça, en fait aujourd'hui on peut pas passer à côté de ça, quitte à peut-être réduire un peu la voilure en termes de production du contenu lui-même pour mettre un peu plus dans le vase de la promotion et de la communication. Voilà. Merci Géos pour ces précisions et tips, outils, boîte à outils pour les personnes qui souhaiteraient se lancer dans la création de contenu audiovisuel, qui peut prendre d'ailleurs différentes formes. Là, on a eu 3 formes. Kay, tu veux rapidement réagir à ça et on va gentiment wrap up? Non, c'est très rapide. C'est que, en fait, vu qu'on parle on parle de questions de racisme et de podcast, en fait, je voulais juste donner 2-3 pistes de podcasts inspirants et intéressants. Je vais donc faire un peu de pub pour certains podcasts qui parlent des problématiques de racisme. Il y a le Boulevard du Village Noir qui a été fait par Chaka Kagame. Il est sur la RTS, il est disponible. Il y a évidemment Kif Taras, que beaucoup de gens connaissent, beaucoup d'entre vous connaissent. C'est avec Rokhaya Diallo. Il y en a d'autres. Et Grassley. Pardon ? Et Grassley. Et Grassley, pardon. Oui. Ouais. Grassley qu'on invite dimanche pour un atelier adulte-enfant au Salon des Dispersés à 13h. Oui, pardon, j'avais oublié Grassley. Il y a le projet Adama qui a été conçu par pour Adama Traoré, mais par projet Adama. Comment? C'est Assa Traoré. Voilà, okay. Je cherchais. Voilà, donc Assa Traoré qui vient dimanche. Qui vient dimanche. Voilà. Il y a Black Lemonade, il y a d'autres... Par Beyoncé. Exact, par Beyoncé. Voilà. Et donc, je vous encourage, voilà, ça c'est pour les podcasts. Il y a aussi, j'ai pensé à certains contenus militants plutôt. Donc, c'est aussi des podcasts, mais c'est aussi qu'on peut trouver aussi en petit format vidéo. Qui sont sur YouTube. Il y a notamment Undisputable du Dr. Ritchie, qui est vraiment, je pense, qui est essentiel parce qu'il fait du bien, c'est-à-dire qu'il relève en fait tous les actes de racisme en fait qu'il peut y avoir aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il peut être des arrestations violentes par la police, mais aussi des actes de racisme de citoyens blancs vis-à-vis des hommes noirs ou des femmes noires. Et donc, voilà, je vous invite à regarder ces contenus.
Donc voilà. Merci beaucoup Merci pour ces recommandations. Maintenant, j'aimerais t'entendre avec sur une dernière question. C'est le podcast que tu crées, donc Nos rêves ou rien, est un podcast qui est dédié à un certain public. Mais j'aimerais aussi savoir quel a été le plus grand cadeau de ce podcast pour toi. C'est la rencontre avec les enfants et avec toutes les comédiens qui m'entourent comme ça. Je les cite: Mélissa Cato-Kessa, Cédric Djedje, Safi Martin-Hier, Agathe Rabou, Anaïs Vivarier. Et un podcast qu'on peut, qu'on peut accéder sur toutes les plateformes de streaming. Voilà. Et que tu as créé, c'est quoi? C'est une disquette? Ah ouais, en fait, j'ai fait un objet, j'ai fait un CD. Comme ça peut aller dans les bibliothèques scolaires et municipales. Qui ont encore des lecteurs DVD. Tu vois, je suis aussi au taquet de la com. Mais du coup, c'est aussi en vente à la dispersion, c'est 10 balles et voilà. Super, merci beaucoup. Et Hermela, si c'était à refaire, j'étais en train de regarder, mais t'as ton mic en fait. Si c'était à refaire, podcast son nom, tu le referais. Quel est le cadeau pour toi qui, voilà, et tu dis, hein, ça a son coût, mais en même temps, qu'est-ce que ça t'apporte? S'il y avait une chose, tu dis, ouais, ça c'est cadeau. J'avoue que l'ouverture de la discussion avec les invités, et y compris avec mes amis, ça m'apporte énormément. C'est vraiment quelque chose que je ferais, mais même plus tôt. J'aurais moins traîné. C'est vraiment un espace que je nourris, genre d'amour et de profondeur. Et en fait, je découvre de plus en plus de choses sur les personnes qui m'entourent. Ça crée des discussions avec les personnes qui m'entourent. Et c'est que une élévation collective sur ça. Et peut-être aussi un peu un apaisement. Donc, ouais, je le refais 10 000 fois et je suis hyper heureuse d'avoir rencontré toutes ces personnes. Donc, là, pour le moment, je continue. Après, je verrai pour la stratégie com. Qui est aussi légitime, hein, rappelons-le. Quand on est une personne et noire et femme qui allons dans l'espace médiatique, aujourd'hui on a parlé lutte, on a parlé résistance, on a parlé beauté, on a parlé rêve, mais n'oublions pas le coût et que le backlash il est réel et que les outils pour se défendre contre ce backlash ont déjà prouvé que c'était limitant et pour le coup on s'en remet peu, hein. On a aussi eu des cas comme ça, donc c'est pas pour terminer sur une mauvaise note, mais pour dire quand même non, on va terminer. Non, mais il y a une erreur, hein. Il y a quand même une erreur qu'il faut absolument souligner, c'est extrêmement grave. C'est Black Lemonade, c'est pas par Beyoncé mais par Violette Tannenbaum. Non, mais on savait que c'était pas par Beyoncé, ouais, c'était une blague. Oui, mais non, parce que voilà, moi je l'ai. Mais merci de citer la personne. Même si c'est non, mais c'est pour l'enregistrement. Mais oui, désolé, c'est moi qui fais des blagues mal placées. Mais oui, donc merci pour vos différents projets, parce qu'encore une fois, non seulement ils vous ont fait du bien, ils vous permettent d'être créa, mais surtout de donner et de nous donner. Donc merci de donner aux générations suivantes. Donc merci à vous. Continuez autant que possible, tant que ça vous fait du bien. Ne vous sacrifiez pas pour ça, hein. Jamais. Et donc pour les personnes qui sont intéressées, encore une fois, tous les podcasts sont dispo sur toutes les plateformes de streaming. Vous restez un peu disponible ce soir au cas où il y a des personnes dans le public qui auraient des questions pour se renseigner sur où vous suivre. Encore un grand merci à Aurélie d'avoir pensé et organisé cette soirée. Merci pour cette idée et merci à vous d'avoir été présent et pour votre écoute. Merci. Si je ne me trompe pas, je crois qu'il y a 2 étudiants, désolée de vous afficher, de l'Université de Genève qui aimeraient bien poser des questions. Je ne sais pas si vous avez un QR code ou quelque chose, mais du coup, voilà, si vous pouviez répondre, c'est pour les participants et participantes à la semaine d'action contre le racisme. Donc voilà. Merci.